Changement climatique, tempête, dégâts matériels. Quelle solution, quel accompagnement pour les sinistrés? On en parle bien sûr avec nos invités. Tout de suite? C'est parti. Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Vie à Nov au sommaire. Après la tempête Adriane, quelle solution pour les sinistrés? État des lieux avec nos invités dans quelques instants. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous poser toutes vos questions avec le hashtag Vie à Nov. Mais comme chaque jour, c'est la revue de presse. Comment ça va, Marie-Jo? Mais ça va et vous? Ça va, les vacances se sont bien passées? Oui, elles ont été un peu courtes. Oui, c'est vrai, c'est toujours court. C'est toujours trop court, les vacances. Je suis agitée quand même. Alors, on commence avec une grogne. Et oui, c'est la hausse du prix des carburants et ça fait grincer quelques dents. Alors Libération titre carburant, la hausse des cris. Ah bah toujours un petit jeu de mots chez Libération. Bah oui. Hein. C'est voilà, donc le quotidien nous explique que écartelé entre l'indispensable fiscalité écologique et son impact sur le pouvoir d'achat des plus modestes, le gouvernement semble embarrassé par la colère qui monte du terrain. Et cette colère, eh bien, c'est la colère des Gilets jaunes. C'est ce que nous dit Le Parisien. Voilà, ils ont désormais un nom. Macron face à la colère des Gilets jaunes. Voilà. Ça, c'est plutôt. Ça y est, on les a baptisés. C'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu. La grogne donc contre la hausse des prix du carburant sans racine, alors que le président de la République entame un long déplacement dans le Nord et l'Est. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire, Macron, dans le Nord et l'Est? Il va se promener un petit peu. Oui. Il a entamé donc un long voyage, effectivement, sur les lieux de la Grande Guerre pour commémorer l'armistice, évidemment, de 1918. Alors, pour Le Monde, c'est un petit peu l'occasion de renouer le dialogue avec les Français qui sont plutôt mécontents. Voilà, ils nous mettent à ce titre-là, Macron mise sur les commémorations de la Grande Guerre pour se relancer. Pour eux, c'est un périple donc de 7 jours dans 11 départements qui va permettre à Macron, qui est au plus bas dans les sondages, de multiplier les gestes symboliques pour effacer l'image, disent-ils, de président des riches ou de président des villes. Et puis pour eux, c'est aussi l'occasion de rappeler que ces cérémonies du 11 novembre vont rassembler 70 chefs d'État, dont Angela Merkel et Donald Trump. D'accord. Alors, on termine sur les intempéries? Non, excusez-moi, vous n'aviez pas de relance, mais il y a encore le Figaro. Non, mais c'est pas grave. Le Figaro qui a une relance tout à fait similaire. Mais c'est lundi en même temps. Bon, voilà. Lundi est reprise. Hein. Le Figaro a une relance n'importe quoi, un titre tout à fait similaire avec 1918-2018. Macron veut renouer avec la France meurtrie. Voilà, pour eux aussi, le chef de l'État entend profiter de ce centenaire pour aller à la rencontre des Français, donc du Nord et de l'Est. Un périple d'une semaine qui s'achèvera donc le 11 novembre devant l'Arc de Triomphe. Et puis enfin La Croix qui propose cette très belle une, 14-18, Le Monde se souvient. Et le quotidien rappelle aussi le rendez-vous du 11 novembre auquel quand même 84 pays seront conviés. Alors attention, j'y vais. On va parler des intempéries. Oui, on ne pouvait pas ne pas parler des intempéries, c'est évident. Alors avec cette une de la République, mais bien sûr, il y a beaucoup de journaux italiens qui titrent sur ça, sur cette polémique, sur ce drame de Palerme et la polémique donc de cette maison dans laquelle 9 personnes d'une même famille ont trouvé la mort. Une maison qui aurait dû donc être détruite en 2011 et qui ne l'a pas été, évidemment, et dont les locataires qui ont été donc touchés par la crue du fleuve n'étaient absolument pas du tout informés des risques qu'ils couraient en habitant cette maison. Voilà. On en parle aussi en Corse? Oui, en Corse, on a aussi une jolie une. Regardez, avec le pont génois qui est partiellement immergé. Oui. Les trop-pleins du Rizzanese. Alors, le barrage est en état de crue. Le fleuve a gonflé. La vigilance est toujours de mise dans le Sartenay et le Valinco. L'information est développée ensuite en page intérieure de Corse Matin, où nous annonce que le barrage EDF du Rizzanese a été placé donc en état de crue hier matin. Pour le moment, il n'y a pas de dégâts, mais il faudrait évidemment que les précipitations cessent. Et puis, le quotidien revient aussi sur les dégâts de la tempête Adriane, en page intérieure toujours, dans la région de Tizzano, où on voit donc des restaurants qui ont été ravagés, le ponton dans le port qui a été arraché, les cabanons qui sont au bord de l'étang qui ont été évidemment inondés. Le village a été aussi coupé du monde, plus de téléphone et plus d'électricité pendant plusieurs jours. Ce sont évidemment des événements que nous avons connus à Ajaccio et je pense que vous allez en parler tout de suite dans votre débat. Bien sûr. Tout à fait. Marie-Jo, merci beaucoup et ne vous éloignez pas trop. On se retrouve dans quelques instants, il me semble. Allez, il est presque 12h30, c'est l'heure du débat de Vie à Nov. Venez Antoine, je vous en prie.
Allez, la reconstruction après la tempête, comment gérer les jours d'après? Pour en parler, nous accueillons Antoine Maestral, directeur de cabinet du maire d'Ajaccio, le restaurateur David Mezzak et Raphaël Ortolan, président de la Chambre professionnelle des agents généraux d'assurance de Corse. Bienvenue, messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, je vous propose de revenir en images sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle va arriver la même, là. Elle va arriver la même, hein. Sors, hein. Alors ces images violentes ont été publiées par différents internautes qu'on remercie d'ailleurs, Laurent Juventus Corse et Yves Lafont, merci à eux. Alors en quelques heures à peine, la Corse a été balayée par les événements causant d'innombrables dégâts matériels. David Mezzak, votre établissement de la route des Sanguinaires à Ajaccio a été touché durement. Simplement, aujourd'hui, quelle est votre situation? On ne peut plus travailler, c'est un fait... On ne peut plus bosser dans les bonnes conditions. D'une part parce que notre restaurant est détruit par la tempête et donc il est aux 80. Ensuite parce que le matériel a été touché et donc on ne peut plus assurer notre activité. Antoine Maestral, Raphaël Ortolan, avons-nous déjà une estimation, un chiffre de ce qu'aura coûté la tempête, Adriane? Peut-être vous, Raphaël Ortolan? C'est trop tôt, c'est trop tôt. Il faudra attendre environ un mois et demi avant qu'on puisse cerner un peu le coût de la tempête. Les déclarations continuent d'arriver. Donc pour l'instant c'est une question qui est prématurée. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, la question importante aujourd'hui, c'est d'être à côté de nos assurés et dans les meilleures conditions, d'essayer de leur apporter toute notre compétence afin qu'ils soient indemnisés dans les meilleurs délais. Antoine Maestral, on vous a vu également dès le lendemain aux côtés des sinistrés faire le tour des établissements. Mais cela n'a pas touché que les restaurateurs. Non. D'autres... Deux types de... On décompose en deux types de sinistrés, en lien avec la préfecture, puisque demain soir à 18 h, je profite de l'émission pour le rappeler, l'ensemble des sinistrés sur le volet économique, on va dire, seront réunis à l'hôtel de ville, dans la salle des délibérations du conseil municipal par Madame la préfète et Monsieur le maire, avec l'ensemble des services de l'État et des services locaux pour pouvoir justement préparer les déclarations et compléter le dossier de déclaration de catastrophe naturelle. Il faut se déclarer en mairie. Il y a 2 boîtes mail d'ailleurs, une pour les sinistrés sociaux-pro et une pour les particuliers. Donc il y a deux types de sinistrés. Ceux qui ont subi un dégât matériel à titre privé et qui là directement voient d'abord en premier lieu avec leur assureur, et ceux qui ont une activité économique comme David Mezzak et son frère ou tous les autres paillotistes, hôteliers, restaurateurs ou activités. On a aussi les fermes aquacoles, on a Gare-Maris qui a été durement touché sur la route des Sanguinaires, on a la ferme aquacole du Ricante aussi de M. Frances qui ont été touchés. Donc il y a différents types d'activités. On a les pêcheurs aussi qui sont sur le volet économique. On en parlera en troisième partie d'ailleurs. Donc on a tout un tas de sinistrés économiques et tout un tas de pertes aussi, les plaisanciers à titre privé qui ont une embarcation et qui seront aussi référencés et enregistrés, qui doivent s'enregistrer et se déclarer en mairie. Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement exceptionnel de la part des autorités publiques, de la mairie, mais également de la préfecture, voire des assureurs? Antoine, peut-être? On est en train déjà de demander l'état de catastrophe naturelle. Donc on a une réunion dès cet après-midi en préfecture avec notamment l'ensemble des communes touchées. On va derrière s'occuper du volet extraordinaire. On a déjà mis en place, nous, au niveau de la ville et des services de la CAPAC,
qu'on remercie parce que les agents et communaux et intercommunaux ont été extrêmement réactifs dès le soir de la tempête, pendant la tempête et après. On a mis en place aussi, pour tout ce qui concerne les bennes, pour traiter les déchets, parce qu'on a beaucoup d'évacuations et les professionnels doivent évacuer leurs gravats, leurs déchets, les trier, etc. Donc on met en place déjà ces mesures d'urgence. Ensuite, il y aura tout un volet d'accompagnement financier, d'ingénierie à faire. On est en train de mettre en place tout ça, mais à l'heure où on parle, on en est au recensement et au chiffrage des dégâts. David, quels sont vos besoins aujourd'hui? Déjà, on est obligé, nous, d'assainir le lieu, de le mettre à nu pour savoir déjà, pour évaluer les dégâts, parce que ce que l'on voit à travers les images qu'on a pu voir sur les réseaux, ce n'est qu'une partie des dégâts. Après, dans la structure, dans tout ce qui est réseau d'assainissement, dans tout ce qui est réseau électrique, dans tout ce qui est structure extérieure, dans tout ce qui est maintien des espaces, comme le parking, par exemple, tout a été impacté. Donc on a besoin déjà de faire un recensement de de tous les dégâts, et puis après, d'être accompagné. Nous, on a pris un expert d'assuré, parce que bien entendu, il faut comprendre les termes techniques d'une assurance, il faut comprendre les termes techniques de son contrat, il faut comprendre les termes techniques de son contrat de bail, etc., etc. Donc il faut être aidé, parce que nous, on est restaurateurs. Oui, c'est pas votre métier. Voilà. Et donc nous, on a pris un expert d'assuré pour nous aider à faire ces démarches-là, qui sont très importantes. Et puis, on fait confiance à notre assureur qui nous suit tout au long de notre activité. Raphaël Ortolan, justement, l'état de catastrophe naturelle a été demandé, c'est ça? Tout à fait. Donc, quelles sont les conditions pour son obtention, cette reconnaissance, et surtout, quelles sont ses conséquences, les implications? Bien, alors, au préalable, il n'y a pas de contrat de catastrophe naturelle séparé du contrat classique auto, habitation, multirisque. C'est dans ces trois types de contrats que figure la garantie catastrophe naturelle. Celle-ci déclenche à partir de deux conditions. Donc il faut effectivement qu'il y ait un arrêté de catastrophe naturelle, un arrêté interministériel qui constate un certain nombre de dégâts dans une zone donnée. Et deux, il faut que votre contrat, habitation, multirisque, auto, comprenne ce qu'on appelle une garantie dommage. Une garantie dommage, c'est-à-dire que sur mon contrat habitation, j'ai une garantie incendie, c'est une garantie dommage. Sur le contrat multirisque professionnel également. Ça veut dire, à contrario, que les gens, par exemple, prenons une automobile assurée au tiers en responsabilité civile, il ne sera pas éligible aux catastrophes naturelles. Il faut impérativement qu'il y ait une garantie dommage. Ensuite, les mesures que l'on peut donner, c'est des mesures de bon sens. Ce sont des mesures de bon sens, ce sont des mesures de sauvegarde pour pas, si vous voulez, aggraver le risque. Donc, on va demander aux sinistrés de surélever les meubles, par exemple s'ils ont les pieds dans l'eau, ou bien s'ils ont une toiture. Tout documenter, prendre des photos. Oui, tout moyen probant est recevable, hein, parce qu'effectivement, je pense que dans un premier temps, où on a tout perdu, on n'a pas les factures, donc tout ce qui pourra servir à l'expert pour déterminer le montant à indemniser est à collationner. Donc ça, c'est important. C'est le message qu'on veut faire passer en amont. Et puis, ce qu'on veut dire, c'est que, vous avez posé la question précédemment, savoir quelles sont les mesures exceptionnelles. Les assureurs vont appréhender ce sinistre, qui est un sinistre exceptionnel, de façon cohérente. C'est-à-dire que tout ce qui est petit sinistre, donc, on va pratiquement indemniser sur pièce. On ne va pas mobiliser des experts. Tous les sinistres intermédiaires, ils seront indemnisés, si vous voulez, sur envoi de vidéos à un expert qui est sur le continent. Donc on ne va pas mobiliser d'experts, on va laisser les experts pour travailler sur les sinistres comme celui de M. Metzak, qui va demander effectivement un peu de temps pour globaliser l'ensemble de la perte, aussi bien sur les dommages que sur les pertes d'exploitation et tous les risques annexes. Donc, voilà quelle sera notre... Nous, malheureusement, on est un peu habitués, parce que ça fait la troisième fois que ça nous arrive, entre l'incendie criminel, la première tempête au bout de 6 mois d'ouverture, et celle-ci qui n'a pas de précédent. Hein, la puissance de celle-ci n'a pas de précédent. Mais l'historique que l'on a, c'est qu'on s'aperçoit que quand on a un sinistre d'une telle puissance, on met un certain temps à redémarrer. Oui. C'est pas parce qu'on a ouvert qu'on redémarre. Il faut relancer notre activité, il faut relancer notre communication, il faut que les clients reprennent l'habitude de revenir. Donc
tout ça, c'est un temps important après tout ce travail que l'on a à faire en amont de reconstruction, déjà d'évaluation, puis de reconstruction, et puis après de remise en route. Et ça prend un temps assez conséquent qui fait partie de la perte d'exploitation. Vous l'estimez à combien de temps? Bon, je sais que c'est pas facile à dire, mais vous l'estimez à combien de temps la reprise d'activité normale, je dirais, pour un restaurant comme celui de David Metzak? C'est une question qui est difficile. Ouais. Hein. Donc, parce que pour l'instant, on en est au constat, donc on ne sait pas... ça peut mettre plus d'un an, plus de 2 ans? Oui, et en contrepartie, on a des garanties qui couvrent ces périodes. Sur des contrats multirisques professionnels, vous avez des délais de prise en compte de perte d'exploitation qui peuvent aller de 12 à 24 mois, donc le temps de la reconstruction. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il y aura une prise en charge de la perte de ce qu'on appelle la marge brute, donc vente moins achat, donc qui permet de faire face à l'ensemble des charges fixes qui continueront à courir, malgré le fait que M. Metzak ne travaille plus. Oui. Donc c'est une des garanties fondamentales du contrat multirisque. Il y a un délai, je crois, de 5 jours ouvrés, c'est ça, pour déclarer le sinistre? Catastrophe naturelle, 10 jours. 10 jours. Mais parmi les mesures, je dirais, d'assouplissement que nous prenons, je pense l'ensemble des compagnies va différer la date butoir. Alors j'ai une question parce que là on a parlé on parle aussi d'infiltration d'eau et tout ça. Que faire quand les dommages apparaissent peut-être après ce délai de 5 ou 10 jours, quelques semaines, voire quelques mois après? Est-ce qu'ils sont pris en compte malgré tout? Bien sûr. S'ils ont un lien direct avec le dommage, avec la catastrophe initiale, bien évidemment, parce qu'il y a des choses qui vont apparaître quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois après. Donc le chantier, le dossier n'est pas fermé. Et c'est la même chose pour les particuliers ou les collectivités, parce qu'on a vu que tout le monde avait été touché. C'est la même. Oui, dans la démarche, c'est tout à fait pareil. Donc, en sachant que beaucoup de dommages ne relèveront pas des catastrophes naturelles, mais simplement du contrat. La tempête relève du contrat, relève des catastrophes naturelles, ce qui a je dirais, une nature exceptionnelle en intensité. Ça va être la submersion des vagues, ça va être l'inondation, je ne sais pas moi, ça peut être la coulée de boue, ça peut être un typhon et autres. Voilà, donc, oui, donc voilà, beaucoup de choses sont éligibles au titre du contrat. Donc, je répète, il ne sera pas nécessaire d'attendre l'arrêté de CatNat pour faire sa déclaration. Et on invite même tous les sinistrés à faire leur déclaration par tous les moyens possibles. On ne va pas leur demander d'écrire avec une signature, peu importe. Coup de téléphone, tous les moyens sont bons pour aller vite. On a 2 boîtes mail à la ville, une pour les entreprises, donc c'est commerce au singulier @ville-ajaccio.fr, et pour les particuliers, sinistre au pluriel .tempête @ville-ajaccio.fr. C'est important. De toute façon, en allant sur le site de la ville, ils peuvent se référencer et se déclarer. On les retrouve. Alors la tempête a également soulevé la question de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation. Marie-Jo, vous nous rejoignez, venez. Donc contraindre la nature n'est jamais une très bonne idée, quoi. Ah, tout à fait. Oui, c'est vrai que là, on a vu effectivement que le dérèglement climatique générait des événements d'une violence tout à fait nouvelle et tout le monde est touché. Et quand ce matin a consacré pas mal de unes et d'articles à ce phénomène, et le surlendemain du passage de la tempête Adriane, en l'occurrence, il y a eu énormément de photos des dégâts. Vous étiez d'ailleurs parmi les établissements photographiés, David. Une grande place donc était laissée aux photos, mais aussi une grande place était laissée à Sébastien Tchéléry, qui est président du Conseil de l'Ordre des architectes, pour l'interroger justement sur les liens qui pouvaient exister entre l'aménagement du territoire et les phénomènes climatiques. Alors sa première recommandation était en fait en titre de l'article « Composer avec la nature pour ne plus la contraindre ». Voilà, ça c'est déjà une première indication. Il évoque en fait la minéralisation des sols, cette multiplication en fait de voies et de places bétonnées qui rendent les sols totalement imperméables et qui font que finalement l'eau se regroupe. En fait, ça agit comme des centaines d'affluents d'un fleuve qui se réunissent, qui passent sur des sols complètement imperméabilisés et qui finissent leur course dans un bassin, dans une zone imperméable et finalement parfois
parfois dans des zones où il y a des lotissements, des maisons, et c'est une véritable catastrophe. Il évoque aussi cette logique de consommation de l'espace qui est déconnectée de la réalité des terrains, en soulignant que quand même, quand on construit dans des zones dont les toponymes sont les Padules, les Salines ou les Cannes, on sait quand même qu'on est dans des zones marécageuses. C'est pas une nouveauté. On pourrait construire, on saurait faire, mais il faut tout de suite prévenir et construire des habitations ou des lieux qui vont pouvoir résister à des montées des eaux, parce que ce sera inévitable, de plus en plus en plus. Il nous disait aussi finalement qu'il pourrait maintenant penser quand même en termes de rationalisation et d'optimisation de la ressource. Et il donne l'exemple de l'agriculture. C'est vrai que les parcelles qui sont utilisées par les agriculteurs, comme elles sont démaquisées, comme elles sont entretenues, elles agissent comme des pare-feux en cas de risque d'incendie. Il faudrait faire un petit peu pareil pour l'urbanisation et par exemple toujours privilégier les espaces verts et les arbres. C'est vrai qu'après une tempête comme ça, où il y a eu beaucoup de chutes d'arbres et beaucoup de chutes de branches, on pourrait se dire rasons tout, au moins ça évite des dégâts et des vies peut-être, ça va pouvoir épargner des villes. Et non, l'arbre est extrêmement important, est très important en ville comme il est important en campagne. On s'est rendu compte, après l'expérience de l'open field en campagne, que finalement les paysages de bocage étaient des paysages qui retenaient l'eau, c'est donc ces terrains qui étaient simplement bordés d'arbres. Et finalement avec l'open field, donc les terrains ouverts, on s'est retrouvé avec pareil des vagues d'eau qui arrivaient dans les villes et les villages. Donc là, c'est absolument pareil, il faut penser aux arbres dans les villes et dans les villages et il faut vraiment penser cet aménagement du territoire dorénavant avec ces nouvelles données climatiques, parce que tout à l'heure Marina nous expliquait quand même que les choses changent radicalement. Merci beaucoup. Marie-Jo, David, vous l'avez dit, vous avez été touché une première fois par les événements comme ça, climatiques. Est-ce que vous avez pensé à un moment à déménager ou en tout cas à repenser l'aménagement de votre restaurant? On l'a repensé avec le service technique de la mairie à la seconde fois. La première fois, on n'a pas pu. Sur la première fois qu'on a construit, moi j'ai acheté, ça s'appelait la Rose des Sables. On l'a rasé et on n'avait pas pu reculer la première fois. Quand on a eu la première tempête, donc 6 mois après notre ouverture, on a reconstruit à l'identique parce que nous étions obligés de reconstruire à l'identique. Après le feu, quand on a été brûlé, on a eu la possibilité, parce que ça avait évolué, la possibilité de reculer de 3 mètres. Oui. Mais ça n'a pas suffi. Et on s'était dit naïvement peut-être qu'avec les éléments que l'on avait mis, des rideaux épais, des vitres très épaisses, des structures très, très importantes et très bien ancrées, que ça résisterait à une éventuelle tempête. Parce que, comme je l'ai dit l'autre jour à la radio, malgré que nous sommes restaurateurs, nous ne sommes pas idiots. On sait très bien qu'en étant au bord de mer, un jour ou l'autre, on peut prendre évidemment la vague. On le sait. On ne demande ni compassion ni compréhension, mais on le sait très bien que ça peut nous arriver. Donc on avait pensé, avec les moyens techniques que nous avions mis en place, et en reculant, qu'on aurait pu passer à côté. Vous êtes servi de la première expérience, mauvaise expérience même, je dirais, pour essayer de pallier à ce problème, tout en restant au bord de mer. Oui, et puis en plus, c'est un phénomène qui est assez puissant, parce que c'est la première fois qu'on est en alerte rouge. Et donc ce phénomène puissant, cette force que l'on a vue, qui a décapité par exemple le phare qui est en face de l'Altrouers, on l'a jamais connu. Enfin, personnellement, moi j'ai 40 ans et je n'ai jamais vu d'une telle puissance. Donc est-ce qu'on peut avoir un moyen technique qui permettrait de faire face à ces éléments qui se déchaînent? Je ne sais pas. Alors Raphaël Ortoine, justement, autre question. Comment le changement climatique influe-t-il sur les assurances? On parlait tout à l'heure de phénomènes exceptionnels, vous le disiez là encore David, de l'aléa climatique par définition qui est imprévisible. Or, si l'exceptionnel l'est de moins en moins, quelles seront ses conséquences sur des contrats d'assurance? Est-ce que les primes seront plus élevées? Est-ce que les franchises seront plus élevées? Est-ce que vous refuserez d'assurer certains biens ou certaines activités? À terme, évidemment. Il faut que les assurances s'adaptent obligatoirement. Bien sûr. Le premier constat à faire, c'est qu'effectivement, le caractère exceptionnel est de moins en moins vrai. La fréquence est de plus en plus rapprochée, l'intensité est de plus en plus rapprochée et les coûts sont de plus en plus élevés. 2 chiffres. La Fédération française des assurances dit que dans les 25 prochaines années, le coût cumulé de ce type d'événement sera de 45 milliards d'euros, plus 90% par rapport aux 25 dernières années. Ça vous donne déjà un aperçu. Il est bien évident que face à ces prévisions, l'assureur va être obligé de s'adapter. Alors, s'adapter comment? C'est toute la question. Le fonds
qui alimente la catastrophe naturelle, c'est à la fois du privé et du public. Sur votre contrat auto, sur votre contrat habitation, vous avez une taxe qui est affectée aux catastrophes naturelles. OK ? Et vous avez une partie publique qui consiste entre de la réassurance auprès d'un organisme public garanti par l'État. C'est-à-dire que l'assureur transfère une partie du risque vers un réassureur. Donc tout ça a un coût, tout ça doit être en équilibre. Et aujourd'hui, le problème de l'équilibre économique du système se pose. Même si notre système de catastrophe naturelle, je dirais, est un des plus performants en Europe, aujourd'hui, le problème de l'équilibre économique se pose. Donc, la Fédération des assureurs et le gouvernement réfléchissent à une évolution. Alors l'évolution, elle peut passer, par exemple, effectivement, par des primes remodulées, entre autres, en mettant un côté vertueux au système. Est-ce que ça va influer sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire? Exactement. Pourquoi tarifer quelqu'un qui est vertueux de la même manière que quelqu'un qui n'est pas vertueux? Donc, ça peut être, ce sont des bases de réflexion. Et puis ensuite, la grande question, c'est la prévention. Prévention. Sur les PPRN, sur les plans de prévention des risques naturels, sur les études de sol, il va falloir systématiser et que ça rentre dans le conscient collectif pour que chacun se dise c'est pas l'autre qui va régler le problème, c'est tous ensemble qu'on va régler le problème. Et donc la réflexion se fait à ce niveau-là aujourd'hui. Parce que la CatNat, oui. Quand on dit la catastrophe naturelle, oui. C'est un tronc commun qui est mis entre toutes les assurances. Bien sûr. Et quand il y a ces phénomènes exceptionnels, oui. Les assurances puisent dans ce tronc commun, je dirais. Oui, exactement. C'est ça, c'est un fonds national. Donc, est-ce qu'à partir de là, la question que je voudrais vous poser, c'est que est-ce que notre assurance est très impactée par le remboursement des gens comme nous qui sommes sinistrés, ou c'est la mutualisation qui permet le remboursement? Il y a forcément une mutualisation, parce que si on vous appliquait le tarif facial en contrepartie des coûts que vous avez générés, vous mettriez la clé sous la porte. Donc il y a forcément une mutualisation. Messieurs, merci, on est obligé de vous couper. Ça sera le mot de la fin, on est obligé de... Merci d'avoir répondu à nos invitations. On espère qu'on a fait un peu le tour. On se retrouve dans un instant, juste après le journal, pour la troisième et dernière partie, pour un plan d'action solidarité avec Pescador Invest et Recyclared. À presto. Merci beaucoup.